Bonjour à tous, donc Solvik. Guillaume. Donc on va vous présenter ce Rex-là. On a un petit plan qu'on va dérouler. L'idée, c'est de venir vous présenter le contexte de Numberly. C'est quelque chose qu'on a développé là-bas. Les contraintes qu'on a pu avoir, pourquoi on a créé VolDB Injector tel qu'on l'a fait, une démo live et tous les embûches qu'on a relevées au fur et à mesure. Le projet s'appelle VolDB Injector, mais on a développé ça avant OpenBAO, d'où le nom. Mais toutes les démos qu'on va vous présenter fonctionnent avec OpenBAO et CNPG, qui est un opérateur PostgreSQL. Donc tout est rétrocompatible jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc déjà ici, qui a des credentials de base de données qui datent d'il y a plus de 6 mois. Voilà, c'est normal, tout va bien. Ici, qui ne sait pas ce que c'est un mutating webhook? Ça, c'est cool. Ok, Ça, super. cool. On est dans une cube, donc ça marche. Globalement, aujourd'hui, on peut faire un petit état des lieux. C'est que les outils de sécurité, ils sont largement démocratisés. Donc, on a Vault, on a CSI, les Seal Secrets. Il y a plein de solutions d'IAM partout sur le marché. Tout le monde stocke ses secrets dans des solutions adaptées. Parfois mieux chiffrées ou pas trop. Et le provisioning est de plus en plus simple. Il y a du self-service sur les cloud providers. On sait faire des credentials par database, par app, etc. Mais il y a un change qui reste irrésolu. C'est que globalement, quand il y a du leak, c'est qu'il y a des identifiants qui se sont un peu enfuis. J'ai reçu un email il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure avec le code Rousseau qui s'est fait péter avec signature, photo, code NEPH, etc. Donc ça arrive tous les jours. Il y a un screenshot de Git Guardian qui explique que la majorité des creds qui leak ne sont pas rotate et ça grossit d'année en année. Donc globalement, le challenge qui reste résolu malgré toutes les stacks de sécu qui existent, c'est la rotation des credentials. Mais si on vous disait que vous n'aviez pas besoin de les rotate, ça réglerait quand même un problème assez important. Et avant de répondre à cette question, on va vous faire une présentation de la situation à Numberly. Donc à Numberly, on fait du Postgres. Fleet, c'est standardisé. On a des environnements, on a des clusters par besoin métier, par équipe, même parfois par client. On essaye de diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, on a une dizaine de clusters et on accueille plus de 500 bases de données. Donc forcément, ça crée des besoins d'automatisation. On a des identifiants qui sont uniques par base et qui sont pour l'instant qui étaient historiquement souvent stockés dans Vault. Pour le déploiement, on faisait du Helm, du Ansible, on avait des connecteurs Vault qui faisaient du Python et qui venaient les récupérer. Souvent, ça pouvait être dupliqué dans des points env, dans des points GitLab CI, et surtout l'un des problèmes, c'est qu'on n'avait pas de gestion du lifecycle, c'était homogène, et on avait des utilisateurs qui pouvaient se connecter sur le Vault, récupérer les identifiants et s'en servir, et ça, c'était très clairement un no-go. Donc, on a voulu changer ça. Et donc, pour améliorer ça, on s'est dit qu'on allait tout d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'on avait besoin. Donc, globalement, là, on a des credentials par application avec une rotation annuelle. C'est des processus qui sont vraiment trop lourds. Ça peut occasionner de l'indisponibilité. Et ça ne scale pas du tout humainement. On rappelle qu'on a plus de 500 bases de données. L'intégration dans Vault directement dans le code, ça peut être une solution, mais c'est super long et coûteux à mettre en place parce que chez nous, on a beaucoup d'applications différentes. On déploie quasiment une appli par client, donc ce n'est pas possible. On avait eu une solution des sidecars. On va y revenir plus tard avec le Vault agent. On vous parlera un petit peu après, sans spoil, de pourquoi on n'est pas parti sur les sidecars. Et on a aussi le Vault CSI Provider, donc, qui permet de récupérer des secrets dans le Vault et directement les mettre en tant que secrets dans Kubernetes. Mais ça, on n'a pas pu le faire non plus. Et on s'est dit, il y a une intégration dans Vault qui s'appelle l'intégration database. C'est un engine qu'on peut venir consommer et qui permet de répondre à ça. Et si on le faisait? Donc pour ça, on a fait une petite démo où en gros, qu'est-ce que c'est cette intégration? Donc là, on voit qu'on exporte des petites armes d'environnement. On crée l'engine database, donc Vault Secret Enable Database. On écrit une configuration. Donc ça, en fait, on explique à Vault comment il se connecte sur l'instance Postgres qu'on a générée. Et on écrit un rôle. Ce rôle, il est très simple et il permet d'être à la suite consommé pour générer des credentials. Et donc à la fin, si on continue, hop, on est capable de read donc le rôle qu'on a créé juste avant et donc de générer un mot de passe, un utilisateur avec une lise qu'on pourra renew et surtout une duration écrite dans le marbre. Et bien sûr, ce credential, on peut s'en servir pour se connecter.
Donc je vais laisser la main à Solvik. Donc globalement, ce qu'on s'est dit, c'est on a Vault qui est capable de générer des identifiants avec une lise. Donc il faudrait développer un tool qui orchestre cette engine database. Il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait aucun développeur qui ait besoin de modifier aucun de leurs applicatifs. Il faudrait qu'on injecte des variables d'environnement parce que nous, les apps fonctionnent avec des variables d'environnement, donc il faudrait être rétrocompatible. Mais des fois, il y a des apps qui veulent un user, un password. Des fois, des apps qui veulent un URI de connexion avec l'user password dedans. On veut que les apps utilisent ce système-là, mais que les humains aussi. Donc, il faudrait que les humains aussi aient des identifiants éphémères. Il nous faut de l'audit log avec du tracing, parce qu'on va commencer à faire des trucs un peu complexes. Donc, pour aussi se repérer un peu dans toute cette complexité qu'on va ajouter, il faut savoir où on est. Et surtout, il faut qu'on puisse être capable de révoquer. C'est-à-dire, en cas de problème, une application qui se fait péter, il faut révoquer la liste pour déprovisionner les utilisateurs qui ont été créés par Vault dans les bases de données. Donc on a fait un premier proof of concept. On ne va pas forcément revenir dans le détail dessus, mais vous avez les slides. L'idée, c'est d'avoir un injecteur, un service qui s'appelle l'injecteur, à côté du pod, qui est là pour demander un identifiant temporaire. Vault va créer l'identifiant dans PostgreSQL, va le retourner à cet injecteur, qui va ensuite le balancer à un sidecar et va synchroniser avec Vault le fait de dire mon pod est toujours vivant, je veux garder les identifiants jusqu'à ce que le pod soit là. Si le pod croûte, hop, on vire les identifiants de la base de données. Mais comme on a vu, les sidecars, si on a 10 000 pods avec des applicatifs, ça fait 10 000 conteneurs en plus. Donc avec du Go, ce genre de truc-là, ça peut diminuer l'empreinte mémoire, mais ça rajoute une complexité. Nous, ce qui a été killer feature, enfin killer raison de ne pas le faire, c'est la maintenance des sidecars. On a besoin de rajouter des fonctionnalités. On doit roll out 10 000 sidecars dans 10 000 pods, parce que c'est un peu les ordres de scale qu'on a chez Numberly. Il y a des opérateurs qui le font bien, etc. Ça reste un binaire Go à redéployer dans un conteneur, ça se fait, mais c'est la complexité qu'on ne voulait pas. Il y a quand même un gaspillage de ressources qui reste limité, ça reste du Go. Il y avait des retards lors de la suppression des pods. Donc, nous, on avait beaucoup de pods avec Airflow qui durent 2 minutes. Donc, si le sidecar il stop avant le pod, à quel moment on supprime l'identifiant de la base de données parce qu'au stop du pod, il a quand même besoin de faire des actions. Donc ça, c'est vachement lié aussi avec les ordres de terminaison. Il y a des choses qui sont plus vraies dans ce qu'on a écrit avec Kubernetes 1.34 qui est sorti. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Et donc, on avait identifié toutes ces raisons-là pour dire pas de sidecar. Ça nous a fait un tableau de fonctionnalités avec toutes les solutions du marché qu'on avait trouvées à l'époque. Donc avec les petits cœurs, c'est les features qu'il nous fallait absolument. Donc il faut que ça utilise l'engine database, on veut des injections en variable d'environnement, pas de complexité, de l'audit logging, alors ça tout le monde l'avait. Mais il n'y a aucune solution qui avait de la révocation de lise pour dire cette app s'est fait trouver, on veut révoquer. Voilà. Donc, avec l'équipe de Numberly qui est ici présente, on s'est dit on va créer une solution complète pour manquer différentes fonctionnalités qu'on a vues. On va développer un mutating webhook, donc c'est grandement inspiré de notre fabuleuse expérience avec Kyverno. On va le développer en Go, il y a toutes les librairies natives. On va intégrer ça avec la Vault Database Engine pour créer des credentials, les injecter avant le démarrage du pod, renouveler le credential du PostgreSQL tant que le pod est toujours là, et le révoquer quand le pod n'est plus là ou qu'il y a un incident de sécurité. On est revenu dessus, on supporte tous les patterns applicatifs dans var, du URI, les formats custom. Ça se déploie dans Cube et on a open sourcé ça. Et donc, on peut se demander, ce flow, à quoi il ressemble. Je vais vous le présenter. On commence avec un pod qui s'enregistre dans Cube. Il a un service account. Ce service account, il a des droits d'envol grâce à un rôle. Et il est pris en compte par l'injecteur. Hop, mauvaise. L'injecteur, il va faire une demande à Vault en consommant l'onPoint database pour lequel on vous a monté le proof of concept juste avant. Vault, via cet endpoint, il va demander à Postgres, mais en fait n'importe quel engine de base de données qui existe et qui est supporté, de générer des identifiants. Ces identifiants, ils sont retournés à Vault et Vault, il les renvoie à l'injecteur. L'injecteur, il est capable de mutate le pod, d'où l'importance des mutating webhooks, pendant la création, puis de le watch pour pouvoir renew la lise et garder les identifiants actifs tant que le pod il continue d'en avoir besoin. Et on a une sorte de cron, un life cycle qui renew et qui revoke quand il y a besoin les identifiants. Donc, pas besoin de rotate ces identifiants si de base on est en mesure de ne pas avoir besoin de la rotate.
Et donc, la question, c'est comment fonctionne le renouvellement de ces identifiants. Donc, pour ça, on a déployé on a un déploiement, une application qui est fait pour ça, qu'on a appelé le Renewer. Le Renewer, il vient récupérer dans Vault le state de tous les credentials qui ont été générés. Il les récupère grâce à un UID unique, le token et la lise. Hop, encore une fois. Il s'assure au niveau de l'API server que tous ces UID ils sont toujours attachés à un pod. Si les UID sont toujours attachés à un pod, dans ce cas-là, les passwords est toujours valide. Donc, il étend la lise et donc il demande à Postgres d'étendre la validité du credential. Et si ce n'est pas le cas, si le UID n'est plus attaché à aucun pod, dans ce cas-là, il supprime les identifiants. Ce comportement-là, du renewer, la suppression des identifiants, vous allez le voir un petit peu après, il est considéré que c'est un peu un garde-fou. Parce qu'on a un autre composant qui s'appelle le revoker et qui s'assure de la révocation des identifiants à la suppression du pod. Donc lui, il est plus là en garde-fou dans le cas où le revoker, pour une raison X ou Y, n'aurait pas pu faire son travail. Et donc, on va parler du revoker. Le revoker, lui, il a un fonctionnement un petit peu différent. En fait, il utilise l'API Watch de Kubernetes et il est là uniquement pour regarder les événements de type delete qui pourraient apparaître sur les événements pod dans l'API server. Si un pod est supprimé, le revoker il va tout de suite récupérer cet événement-là, donc c'est à la microseconde près, et il va supprimer la lise associée au pod, donc au credential auprès de Vault, qui lui va instinctivement, directement, supprimer les credentials, les identifiants dans Postgres. Voilà. Donc c'est beau les schémas, mais on est venu avec une démo. Alors, non. Tac, tac. Voilà. Je te laisse faire la démo. Allez, et la démo, déjà, on va commencer sur la partie configuration, parce que nous, on vous a parlé un petit peu de détails techniques, mais comment on le configure? La configuration, elle est assez simple, elle passe par des annotations. On va avoir une annotation sur laquelle on va indiquer la variable d'environnement qui va porter les credentials. Ici, on est sous une forme URI, parce que l'outil permet de gérer les variables de type URI, mais aussi directement Postgres password ou Postgres username, etc. etc. Donc c'est le mode qui est ici. On détermine le rôle Vault à utiliser et le template Postgres donc de l'URI. Ça permet de rajouter des arguments, par exemple. Voilà. Et il y a un service account qui est lié dans le pod. Exactement, le service account, il est juste là. Donc là, on va faire un petit arrêt sur image. Globalement, pour vous expliquer, donc ici, on va avoir le déploiement des pods. Ici, on va avoir les logs de l'injector. Donc l'injector, c'est celui qui est là pour mutate. On va avoir les logs du renewer, mais il ne va pas se passer grand-chose parce que le revoker, il va faire son taf. Et on va avoir les logs du revoker ici. Donc on va commencer par scale une application qui s'appelle app1 à 1, tout simplement. Donc on va la voir, elle va arriver juste au-dessus. Et une fois qu'elle est prête, on va se connecter dessus. Donc on va faire un bash et on va venir regarder les variables d'environnement qui sont disponibles. Donc on voit bien que la variable d'environnement Postgres URL, elle est bien disponible, elle est ici. On peut voir identifiant password, vous pouvez prendre des photos si vous voulez pour les réutiliser chez vous, ça fonctionne. Et donc on continue et on va se dire, est-ce qu'on peut s'en servir? Bonne question. Je veux bien que tu me... Ouais, nickel. Donc on va utiliser cette variable d'environnement, donc on lance un PSQL sur cette URL, et on est bien connecté, et ma question c'est est-ce que je connais la liste des Beatles? Yes, let's go, il y a 4 Beatles, et on a tout ce qu'il nous faut. Donc on scale down le pod, on le passe à 0, et là on se dit, moi je passe à 0, qu'est-ce qui se passe? Hop, le pod est supprimé, le revoker il l'a vu, le token avec la lise a bien été révoqué. Donc maintenant on scale à 10, et puis l'idée, on va essayer de se dire, le credential qu'on a généré juste avant, est-ce qu'il est toujours disponible? On va tester. Donc on se connecte sur un des réplicas au hasard, il y en a 10, on en prend un dans la liste, et on se dit, on va aller récupérer notre variable d'environnement juste ici, puis on va essayer de l'utiliser, tout simplement. Et là, on a un denied. Postgres, cet identifiant, pour lui, il n'existe plus. Par contre, alors on ne l'a pas vu, mais ce qu'il y avait juste avant, c'est qu'on a pu utiliser celui qui nous le remet. Ouais, c'est long, c'est long. Donc là, effectivement, c'est cassé. Et là, on peut voir qu'on a pu se reconnecter et on peut reconnecter avec les Beatles sur ces identifiants via sa variable d'environnement. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scale à 0 tout ça, parce qu'on n'en a plus besoin. La démo, elle est finie. Donc on va terminating. Une fois que les pods sont bien supprimés, on voit bien que le revoker, il fait son travail, il révoque tous les tokens et il n'y a plus d'identifiants qui traînent dans la nature. C'est important que là, il y a vraiment un respect de l'ordre de terminaison, c'est-à-dire que s'il y a des pré-stops, hooks, etc., ça ne va pas supprimer l'identifiant pendant les pré-stops. C'est vraiment au moment où on va supprimer le pod, donc on bénéficie de tout le life cycle des pods Kubernetes et tout fonctionne.
Donc c'est bien beau cette démo-là, mais comment vous faites quand vous avez 1000 applications? Il faut quand même ajouter des annotations sur ces 1000 applications, s'assurer que tout fonctionne bien. Donc on a une démo pour ça également. Yes. Donc en fait, à Numberly, on a inventé, entre guillemets, on a créé un software qu'on a appelé Infra-Orchestrator, qui se base sur du Pulumi. Et globalement, les développeurs, ils ont un petit YAML à gérer qui est très simple. Ils nous font une PR, on valide la PR, on la merge, et le code Pulumi se lance dans de la CD et déploie automatiquement les besoins. Donc en fait, là, je vous montre du code YAML, mais finalement, c'est du Numberly. Ça a été fait par Numberly et ça n'a pas vraiment de sens dans... ça a vraiment un sens métier chez nous, entre guillemets. Et donc là, on peut voir avec Pulumi, si je fais un preview du projet sur lequel je vous ai montré le code, donc Team Infrastructure Numberly Cloud Native Days, on voit le Pulumi qui se lance et là, on voit toutes les ressources nécessaires qui permettent d'attribuer les privilèges uniquement sur la base de données. Donc là, on voit effectivement qu'il y a un bon nombre de ressources nécessaires. Donc globalement, pour chaque application, il y a un ensemble de ressources. Vous avez vu, elles sont quand même assez nombreuses. Il faut un role vault. Il faut une permission pour ce rôle pour se connecter à une base de données. Il faut permettre à ce rôle d'utiliser la base de données. Il faut créer la base de données si elle n'existe pas. Il faut créer des permissions. Donc on peut faire des identifiants read-write, read-only. Souvent, il y a des applications qui ont besoin des deux. Il faut altérer des privilèges dans le cas de PostgreSQL, vu qu'on va créer plusieurs comptes qui accèdent à la même base de données. Ça, c'est spécifique Postgre. Donc on avait fait une première itération avec un module Terraform, mais en fait, on s'est vite rendu compte que le truc n'allait pas forcément super bien scaler. On parle d'une quinzaine de ressources par base de données. Donc au bout d'un moment, on a des stakes qui deviennent énormes. Et on s'est dit que ce serait plus sympa pour l'utilisateur de générer un YAML en cookie cutter. Nous, on orchestre ça via Pulumi. Les développeurs, ils y voient que du feu. C'est juste du YAML, c'est simple pour eux. Et comme vous disait Guillaume, on met de la CI/CD, ça fait du check, ça fait du déploiement. Nous, on est juste là pour valider des pull requests de je n'ai pas demandé à pouvoir me connecter à toutes les bases de la société. Et puis, on est bien. Exactement. Mais à ça, il nous restait un autre problème. Comment on migre les users? Parce qu'aujourd'hui, les développeurs ils sont venus nous voir, ils nous ont dit c'est bien beau, Infra-Orchestrator, on peut déployer pour nos applications, mais moi j'ai besoin de me connecter sur la base de données, comment je fais? Et il y a les mêmes problématiques pour les utilisateurs que pour les applications. On a besoin de leur générer des credentials éphémères à durée limitée qui les utilisent uniquement dans le concept, qui sont audités et validés. Et donc pour ça, on a développé un petit outil qui s'appelle DBAuth, à Numberly également, sur lequel on va vous montrer une petite démo. Donc la démo, il n'y a pas forcément besoin de plus en parler, enfin de plus parler dessus. On peut voir que j'ai pu générer des credentials pour la base de données Grafana PR, donc notre Grafana au hasard. Ça m'a automatiquement généré un identifiant, donc c'est mon acronyme plus un aléa avec un mot de passe et des URI de connexion parce que c'est bien plus simple souvent pour les développeurs d'aller rentrer une URI dans leur VS Code que de taper un mot de passe password. Et surtout, on voit que l'identifiant, il a une date d'expiration en haut à droite. Exactement, l'identifiant, il est éphémère. Voilà. Et donc, à ça, je peux lancer mon petit PSQL. Donc là, je suis sur mon poste, tranquillement, et je me connecte sur mon petit bastion, parce que les utilisateurs, ils passent par un bastion, et je suis bien authentifié sur la base Grafana PR. Donc voilà. Globalement, l'idée, c'était que les utilisateurs ils aient les mêmes règles que les pods. Donc, c'est un identifiant nominatif. Donc, il y a le login avec un aléa juste derrière. Ça nous permet un peu de les identifier. Ils passent par une application qui va utiliser la source of truth, qui est notre YAML, parce que ça reste une base de données en YAML, où on sait quelle base est associée à quelle équipe. Et comme on sait qui est dans quelle équipe, on peut lui donner accès aux bases seulement auxquelles il aurait le droit. Les accès humains restent éphémères, alors on ne va pas leur demander de générer des creds tous les jours, ça leur mettre des bâtons dans les roues quand on fait de la sécurité, c'est souvent pas comme ça qu'on arrive à avoir une adoption. Par contre, ce qu'on s'est assuré de faire, c'est que le vendredi à 19h, les creds y sautent. Ce qui fait qu'il n'y a pas de creds qui vont rester dans la nature pendant un week-end. Les gens qui sont d'astreinte, eux, ils peuvent en générer, d'autant que l'équipe infra elle-même ne sait pas le route du PostgreSQL parce que Vault rotate ce route lui-même de manière à ce que le route ne soit jamais là. On a une traçabilité avec des logs et à la fois dans l'application, à la fois dans le système de logs centralisé. Et surtout, on a fait des tutoriaux avec tous les IDE qu'on avait réussi à auditer en interne pour faire en sorte que les gens n'aient pas à redeviner ou à switcher d'IDE pour la compatibilité de ça. Les tutoriaux, et puis hop, les gens adoptent tout ça. Ouais. Et sur un autre plan, parce qu'il y a un autre aspect qui est important, l'aspect métrique.
On va en parler rapidement, mais du coup, le projet vient directement avec toute la partie métrique préconfigurée. On a les alertes Prometheus qui sont dans le repo, on a les dashboards Grafana qui sont dans le dépôt, et il y a juste à les importer. Sur la route, on a quand même fait quelques erreurs. Il y a, à force de mettre 10 applications, puis 500, puis 1000, on ne voit pas forcément toutes les mêmes erreurs. Initialement, le Revoker, il watchait les pods sur tous les events. On avait oublié, ou on s'est dit que ce n'était pas utile de filtrer que sur delete. Donc on avait une explosion des latences quand il y avait vraiment beaucoup de pods qui étaient schedulés et qui utilisaient le système. Ça paraît une évidence, là, dit comme ça, mais sur le coup, voilà. Donc on a filtré uniquement sur les deletes, et ensuite on a fait une itération sur tous les pods en garde-fou pour se dire, s'il y a quelque chose dans le pâté qui filtre pas vraiment sur delete, ou on ne reçoit pas le bon événement au bout d'un moment, au moins on fait un run une fois toutes les X pour s'assurer que ça marche. Guillaume vous le disait, sur le renewer, deuxième garde-fou, ceinture bretelle, on vérifie que tous les credentials qui sont associés à un pod encore en vie sont là, sinon en cas de crash, on ne sait pas. Et au global, quand on a commencé à scaler les pods, il y avait des trucs qui se marchaient dessus. C'est pas grave. Kubernetes implémente un système de leader election. Tous les opérateurs l'utilisent. Je pense que tout le monde ici sait que ça existe et sait comment l'utiliser. On l'a implémenté avec les librairies Kubernetes dans VolDB Injector. Et donc, on a pu scaler le nombre de réplicas, garder de la haute dispo sans avoir des process qui se marchent dessus. Et donc, du coup, ça nous amène à des chiffres clés pour nous. On a migré plus de 500 bases de données. On a plus de 180 utilisateurs qui sont passés sur cette plateforme. Le nombre de clusters, on est à 10. On génère plus de 85 000 credentials par jour. Vous allez me dire, c'est énorme par rapport à votre nombre de bases de données, mais en fait, on a énormément de workloads qui sont sur des durées très courtes. On fait beaucoup d'airflow, on fait beaucoup de data, donc on crée énormément de pods tous les jours, et donc ça explique ce chiffre-là. Et ça explique aussi la TTL moyenne de 5 minutes des credentials. Donc en fait, l'outil, il a un sens énorme chez nous. Et depuis 2023, en fait, on attend toujours notre premier incident. Donc on espère que ça arrivera bientôt. La latence n'étant pas considérée comme un incident, parce que ça fonctionnait, c'était juste parfois un peu plus lent. Donc j'espère qu'on va avoir des haters. Et le premier truc qu'on va nous dire, c'est super, mais si Vault ça crache, comment vous faites? J'ai repris ce magnifique schéma de XKCD qui a été détourné il y a quelques semaines, et depuis des années d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe si Vault tombe? Les pods existants ils continuent de fonctionner. Si Vault ne fonctionne plus, il ne peut plus supprimer les credentials de votre base. Donc, il n'y a pas de coupure applicative. Par contre, les nouveaux pods ne peuvent pas démarrer. Comme les nouveaux pods demandent des identifiants à Vault ne peut pas les fournir. Donc, théoriquement, si vous avez des liveness et des readiness qui fonctionnent bien, ce que je vous souhaite à tous et à toutes, l'application ne passera pas up, ça ne switchera pas sur le nouveau Replica 7, bam, pas d'interruption de service. Et surtout, il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que normalement, dans des environnements où on utilise Vault, ça devient quand même un outil qui est mission criticale. Donc, il faut le déployer normalement sur 3 AZ, avec des sessions RAF pour la partie haute disponibilité. A priori, avec un PRA, histoire de s'il y a 3 AZ qui brûlent, on est capable de le remonter. Comme il n'y a pas de stockage de secrets, mais juste de la configuration, et que vous configurez Vault avec du Terraform ou autre infrastructure as code, ça peut se remonter relativement rapidement et pouvoir basculer dessus. En tout cas, c'est comme ça qu'on a pensé et qu'on a fait les choses à Numberly. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, notre solution, où est-ce qu'elle vient, en tout cas de notre point de vue à nous, où est-ce qu'elle se trouve? Donc on l'a mise là, et surtout, on valide ce point-là qui était primordial pour nous. Voilà, donc pour conclure ce talk, et on va vous permettre de nous poser des questions, la rotation des creds pour les bases de données, c'est surtout une problématique d'industrialisation plus que de sécurisation. Si on industrialise, ça devient simple. La sécurité, elle est un peu, c'est un problème de fond que seuls les SecOps vont regarder, et les utilisateurs, eux, le voient pas et ils bénéficient de quelque chose qui est simple pour eux. Voilà, les utilisateurs, parce que je me répète, mais ils subissent pas la complexité au quotidien. Et il faut surtout de l'observabilité pour réduire le niveau de complexité et être confiant dans le fait de rajouter autant de stacks qui vont s'utiliser de chaîne en chaîne. Le projet il est open source, il est disponible sur GitHub, et toutes les démos que Guillaume vous a fait sont dispo aussi sur GitHub. C'est un format notebook. Ouais. Donc c'est un format notebook, il est réutilisable, ça permet de déployer toute la stack qu'on vous a présentée. Juste petit aparté, il est toujours en privé, il faut que je le mette en public, donc je m'en excuse, mais je vais le passer en public rapidement. Voilà. Eh bien, bravo à vous. 5 minutes de questions.
Parfait. On a à peu près 5 minutes devant nous. Est-ce qu'il y aurait des questions? Déjà, merci pour le talk. Alors après, je ne sais pas si c'est des outils qui sont plus récents que 2023 et c'est pour ça que vous n'en avez pas parlé, mais il y a des choses comme Boundary ou comme StrongDM qui actuellement peuvent faire de la révocation de lease. Est-ce que ça aurait pu vous contenir pour le use case des utilisateurs ou pas du tout? Tu as dit quelle solution? Boundary et StrongDM. J'ai pas entendu. Ouais, j'ai pas entendu. Désolé. Tu peux répéter Boundary. Ah, Boundary, le truc de HashiCorp. Oui, Ok. yes. Alors, nous, on n'a pas trop regardé parce que c'est un outil qui restait trop vert pour nous dans des versions 0x quelque chose. HashiCorp n'a pas forcément un track record de garder les projets verts pour les releases et les maintenir dans le temps. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas baser tout cet outil là-dessus. Par contre, ouais, il avait l'air intéressant et ouais, voilà, la lease revocation, etc. était dedans. Maintenant, ça reste dans un écosystème qui est très HashiCorp. Et on s'est dit, on ne voulait pas un truc en pieuvre, trop dépendant d'inter-outils HashiCorp entre quoi. Yes. Il y a une notion qui était importante, c'est qu'on voulait avoir un truc un peu KISS pour les utilisateurs au maximum possible et finalement avoir la glue côté infrastructure. Et effectivement, Boundary, pour eux, ça aurait pu créer un peu de friction, ça rajoute une CLI à adopter. Et voilà. Après, le truc, Boundary a forcément évolué entre-temps, on n'est pas revenu dessus. La solution, elle est scalable, elle reste simple dans le sens où Vault ne fait que des create roles ou create user sur MySQL ou sur SQL Server. Donc pour nous, on n'a pas trop de complexité dans Vault, qui est aussi un outil qui est globalement adopté en interne pour du secret key value, pour des PKI, etc. Donc on s'est dit, voilà, il y a quand même un parti pris de se dire on va encore plus commit sur Vault, vu qu'on sait que c'est rock solide. Bonjour, merci pour le talk. J'avais une petite question sur si on pourrait imaginer un scénario de déploiement, par exemple, au niveau surtout des creds. Ouais. Chez nous, on a des creds applicatifs dans le Vault et on a aussi les utilisateurs qui ont besoin temporairement d'accéder à la base. Et ces utilisateurs-là, ils sont surtout identifiés au travers d'un AD. On utilise le Vault. Comment ça pourrait se passer au niveau de la création des privilèges dans la base avant de pouvoir, parce que je suppose qu'un utilisateur qui va faire une demande avec, même s'il a un lease d'une heure par exemple, ouais. Il faut bien le mapper au moins soit un rôle et il faut bien que plusieurs utilisateurs aussi, ça crée dynamiquement des utilisateurs dans la base peut-être. Tout à fait. Donc en fait, VaultDB Injector, il fait que des commandes d'API à Vault pour dire utilise ce rôle pour tel service account pour me générer un identifiant dans telle base. L'application web qu'on vous a présentée, qui s'appelle DBOut, qui est vraiment Numberly, elle fait la même chose en fait. C'est juste qu'elle va identifier des utilisateurs sur l'AD pour se connecter à cette interface, qui est uniquement dispo en interne, valider que l'utilisateur appartient à telle équipe et que telle base de données est dans telle équipe, et quand tu cliques sur Generate, ça fait le même call à Vault. Donc tant que tu as un front-end ou que tu as des utilisateurs qui savent se débrouiller en CLI, tu leur files la CLI Vault Read Database, le rôle de l'utilisateur Toto, ça lui renvoie le credential, il fait copier-coller et voilà. Ce sera un peu moins user-friendly, mais finalement c'est la même chose. Donc nous c'est comme ça qu'on l'a résolu, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait que tu le fasses. Voilà. Sachant que nous en fait ce qu'on fait c'est que du coup Vault on vient générer un rôle parent pour Vault et Vault lui il utilise ce rôle-là pour générer des rôles enfants qui héritent des privilèges du rôle parent. Attends, ouais. Parce que du coup, les grands enfants, vous les setez pas directement dans la base de données, vous les communiquez à Vault et c'est lui après qui vient dire moi dans ma table de. Okay, c'est exactement ça, ouais. Et la V2 de ça, de DBOut, donc cet outil-là, donc pas la partie applicative mais la partie user, c'est d'avoir des rôles en read-only. Aujourd'hui, ils ont les mêmes rôles que les applications, donc ils sont en read-write, on le sait, on l'assume. Et demain, on aimerait bien le faire en read-only. Donc, c'est une ouverture vers l'avenir qu'on aimerait bien faire pour dire un product owner, il n'a peut-être pas besoin de pouvoir éditer la table, donc on lui génère un rôle en read-only. Cocher une case, je souscris au fait que je risque de faire de la merde. C'est ça. Très bien, merci. On va avoir le temps pour une dernière question. On restera sur le côté pour les questions. On viendra te voir. Merci pour le talk. Comment ça se passe pour révoquer la string à decay On se connecte directement à l'UI de Vault. D'accord. Voilà. On peut le faire.
En fait, il y a plusieurs Il y a façons de faire. il y a autant de moyens que de. Donc, en fait, toi, ta question, c'est demain, si le credential il leak, comment je le révoque manuellement parce que je me suis rendu compte dans mon OSINT que c'est arrivé. C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet outil-là, il a été mis en place. Déjà, il y a un état qui est sauvegardé dans Vault. Vault, il a son état dans un KV qui est dédié à Vault DB Injector, dans lequel on est capable de savoir quel pod a quelle lise. Donc déjà, si on sait que c'est les credentials de ce pod-là qui ont leak, eh ben, on peut retrouver via l'UID, qu'on explique un petit peu avant, quel est ce pod-là. Donc on fait une recherche dans Vault, on retrouve la lise, et après, pour supprimer la lise, tu peux faire un Vault lise revoke l'ID de ta lise, ou alors tu peux le faire depuis le high de Vault. Là, c'est à toi de voir. Mais là, pour moi, la difficulté, c'est de savoir quelle est la lise. Donc après, la façon dont tu la révoques, bon, bah là, il y a pas mal d'outils. Ça, c'est une slide qu'on a cachée. Et en fait, on s'attendait à cette question. Et donc, en fait, on vous la présente. Comment les lises et les tokens sont persistés. Donc, en fait, on a un KV par cluster. Donc là, par exemple, nous, on a Vault Injector, c'est le nom du KV. On a un dossier pour Kubernetes 1 PRPA7, c'est le nom du cluster. Et ça, en fait, c'est le UID d'un pod. Et le UID d'un pod, il est dans les labels du pod. Donc, on sait quel UID appartient à quelle lise appartient à quel pod. Et là, on a l'ID de la lise. Et son namespace, ça permet ça simplifie les choses. Bon. Et grâce à cet ID de lise, eh ben, on peut faire la révocation. On n'est pas capable. Alors, désolé. On n'est pas capable d'avoir le nom du pod à cet endroit-là parce que comme on fait du mutating de pod, le pod il n'est pas encore créé au moment où on intervient, donc on n'a pas son nom. Voilà. Et voilà, globalement, tu peux te connecter sur le Vault, tu peux utiliser l'API de Vault en CLI pour le faire. Sinon, tu peux delete le pod. Delete le pod, ça va rotate, mais si ton application s'est fait trouer, elle restart avec la même version d'image, elle se refait trouer dans la même seconde. Donc, tu peux jouer au chat et à la souris à restart le truc en boucle, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu cliques, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Encore un tonnerre d'applaudissements pour nos speakers.